Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver en ce dimanche matin. Théophile Omesser est à mes côtés comme chaque semaine. Comment ça va Théo? Eh ben écoute, moi je suis en pleine forme et je suis d'autant plus hypé cette semaine qu'on a notre premier invité en dehors de la team Rivers Basket Session. Voilà, c'est un des invités honnêtement, un des premiers qu'on avait noté sur la liste qu'on avait lancé Hoop Culture en début d'année dernière. On s'était dit voilà les invités, je pense qu'ils pourraient être sympas, qu'on a envie d'avoir dans l'émission. Il était vraiment tout en haut de la liste et c'est pas pour le hyper ou pour le saucer plus que je dis tout ça. On est rejoint par Wax, qu'on est ravi de recevoir pour la première fois. Pour la petite histoire en fait, Wax, on s'est rencontrés par le biais de la First Team. En fait, moi, c'est vrai que je te connaissais pas, pour être tout à fait honnête, avant qu'on se croise avec les copains de la First Team. Et puis, en se croisant une fois, deux fois, comment dire, le courant est bien passé et tu nous avais fait l'amitié d'être le rédacteur en chef de notre numéro spécial Kobe, parce qu'on avait fait une émission ensemble suite à sa disparition tragique. On avait parlé un petit peu et tu nous avais dit que tu étais partant pour nous accompagner sur ce numéro-là. Donc, c'est la première fois qu'on avait pu collaborer. Et je continue avec mes petits compliments, mais c'est vrai que pour chaque numéro de Rivers, il y a un rédacteur en chef exceptionnel. À chaque fois, on est ravis du temps que les gens nous accordent, pardon. Mais tu es vraiment parmi ceux qui nous ont accordé le plus de temps, qui a pris le plus à cœur ce rôle. Je me rappelle, on avait essayé d'avoir une interview avec Flea des Red Hot Chili Peppers et tout. Vraiment, tu t'étais démené, même si ça n'avait pas amené au bout. Ça avait été un vrai kiff de bosser avec toi sur ce numéro. Donc, écoute, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et ben moi pareil, évidemment c'est vrai qu'on ça commence à faire quelques années maintenant qu'on se connaît et comme je vous le dis souvent, je t'écris souvent pour te dire que vraiment tout ce que vous faites pour moi à chaque fois c'est parfait. Moi déjà j'étais un lecteur de Rivers de très longue date. Je pense que j'ai à peu près quasiment tous les numéros depuis le premier qui était sorti. Donc j'étais vraiment archi content quand tu m'avais proposé cette collaboration. Et puis en plus, après, quand vous avez commencé à podcaster de plus en plus, moi, c'est à partir du confinement, je crois que j'ai commencé à vous écouter à fond sur les plateformes. Et je dis les plateformes parce que c'est marrant, le Hoop Culture, par exemple, je les ai tous écoutés et depuis le début. Et je crois que ça fait depuis le début des CQFR que je les écoute tous les jours, qui m'accompagnent tous les jours. Et donc je suis vraiment un fan ardu. Mais par contre, effectivement, je les écoute sur les plateformes et rarement en vidéo. Donc Pierre Armand, par exemple, je t'ai rarement vu, donc je suis trop content de te voir parce que du coup, c'est vrai que moi, je suis plus plateforme que j'avoue, YouTube, je stream un peu moins globalement dans ma vie. Et donc, c'est vrai que j'écoute vachement sur les plateformes les trucs et vous, c'est tous les jours. Donc, c'est tous les jours de la qualité. Je sais pas comment vous faites parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, notamment là, entre des demi-finales et des finales. Et à chaque fois, c'est pertinent et c'est intéressant. Et voilà, donc voilà. Merci beaucoup, hein, tu nous fais rougir, on est écarlate, mais non, mais je te remercie encore, j'en profite pour te remercier pour les petits messages que tu nous envoies parfois, ça fait toujours vachement plaisir voilà, d'avoir ces encouragements, donc ouais, merci Wax. Ah bah, de rien. Et puis surtout, on a fait un espèce de chou-fleur géant avec First Team qui nous taffe Théo de temps en temps. Nous, on leur frappe Wax, c'est bien fait. On Ouais, les embrasse, grave. on les embrasse bien fort, surtout que tu fais partie. Peu de gens le savent aujourd'hui parce que tu as moins de temps à passer avec les gars, mais tu fais partie du tout début de l'aventure First Team. Toi-même, je crois qu'ils les avaient mis en son à un moment donné sur les génériques, C'est mais ça. tu fais partie de l'histoire jour Bah 1, ouais, quoi. en fait, le truc, c'est que moi, j'étais un énorme fan du Hoopcast. De toute façon, je suis fan de basket et des médias qui traitent du basket en France depuis que c'est possible d'avoir ces médiums-là sur Internet. Et donc, effectivement, on s'était rencontrés à l'époque du Hoopcast. Et à partir du moment où, avec Dailymotion, eux, ils voulaient aller un petit peu quitter l'alma mater pour voir un peu plus grand, changer un petit peu. On s'est fait notre première réunion avec Steph Brun, Thomas et Erwan dans la salle qui est juste derrière là. Et c'est à ce moment-là que Erwan a dit on va s'appeler First Team, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit bah ouais, c'est super. Et en fait, on a monté cette aventure à quatre au début. Après, je crois que Polo est arrivé très vite derrière. Et puis en fait, voilà,
l'aventure First Team, bah, en fait, on a monté carrément une boîte ensemble. Donc, moi, je suis hyper fier de voir cette First Team grandir tous les jours. Et ce que j'adore, à contrario de plein de milieux, c'est que, et c'est pour ça que j'adore le fait que Théo t'intervienne dans First Team, que plein d'autres interviennent à droite, à gauche, c'est qu'il n'y a pas, je trouve, ce truc de ouais, du coup, on est concurrents, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout ça, qu'au contraire, c'est à chaque fois un espèce de cercle vertueux où vous vous invitez les uns les autres, et je trouve que c'est merveilleux de voir ça en tant qu'auditeur, par exemple. Bah c'est cool parce on va forcément faire plein de parallèles entre la musique et le sport, mais c'est vrai que moi honnêtement je vois vraiment ça comme des featuring en fait, et t'as Ouais. l'occasion de collaborer ensemble sur un truc et t'enlèves rien à la personne que t'invites, au contraire, où tu t'enlèves rien quand tu vas intervenir chez d'autres. Voilà, honnêtement, tu sais, ce côté un peu compétition, moi je l'ai pas mal connu au début de ma carrière de journaliste dans la presse écrite il y a longtemps. Ça n'a jamais été mon état d'esprit de jalouser un petit peu ce qui se fait à côté. Et c'est vrai que avec les podcasts, je trouve que ça a vraiment quasiment disparu un petit peu de l'équation. Et donc, c'est super cool. Et c'est marrant que tu parles de Steve Brun parce que Steve Brun, quand il était encore joueur pro, je le connaissais un petit peu, pas forcément le côté basket. Et le moment où on a accroché, c'est aussi en parlant de son parce que, comme tu le sais très bien, c'est un Ah ouais. passionné de De rap rap, et de. ouais. Absolument. Et donc, on avait bien accroché. Il avait même eu une rubrique à un moment où il faisait des chroniques de disques pour Basket Session. C'était Mais assez oui, c'est cool. vrai. Mais oui, Ouais. oui. Lui, il est, de toute façon, on a parlé musique pendant des heures avec Steph. C'est vraiment un féru de musique, et il est beaucoup plus connaisseur que ce qu'il veut bien le laisser penser. Et ouais, ouais, de toute façon, mais l'équipe First Team en général aime beaucoup la musique. Ouais. Ouais, c'est clair. Et l'occasion, donc bien sûr, on va parler de basket, mais c'est aussi, en fait, les planètes se sont alignées parce qu'il se trouve aussi que tu viens de sortir ton nouvel album. On s'était dit, voilà, que c'était aussi l'occasion de parler de tout ça. Nouvel album qui s'appelle Étincelle. Je sais pas si tu veux, peut-être le présenter un petit peu. Pourquoi cet Ouais. album? Pourquoi maintenant? Ce que tu as voulu faire avec ce projet? On peut peut-être commencer comme ça. Et juste, Alors, Ouais, je voulais dire bien un sûr. truc avant, tu parlais de compétition en parallèle avec la collaboration et les collaborations qu'on peut faire. Le mot, le premier mot, et je pense que c'est ce que tu vas nous dire, Wax, la collaboration, toi, elle est au centre absolu de ton travail depuis des années, et elle est au centre complet et à l'origine, j'imagine, du projet Étincelle. ouais, et en fait, je pense qu'elle est au centre de ma vie globalement, parce que j'ai toujours eu 2 passions qui étaient, la musique et le basket. Et on gagne jamais tout seul au basket, ça on le sait. C'est vraiment, la collaboration justement sur le terrain qui a rendu pour moi ce sport magnifique, même de façon thérapeutique. C'est-à-dire que, on n'a jamais un échec seul. Alors il peut nous arriver, hein, évidemment, de faire une Nick Anderson et de évidemment rater le truc qui fait que, bah, ça fout tout le monde dedans. Mais en même temps, on peut revenir aussi sur des actions avant en disant: «Mais toi aussi, tu as raté ci, tu as raté ça», et cetera. Et donc on se relève tous ensemble. C'est ce que je trouvais magnifique dans la musique. Dès le premier groupe que j'ai intégré, c'était de pouvoir créer ensemble de la musique, faire ensemble des collaborations. Je suis quelqu'un qui est absolument pas solitaire, et je m'en cache pas. J'adore faire de la musique avec les gens et partager avec eux des choses. Et en fait, j'avais fait une interview pour un magazine, il y a 2 ans. Et la journaliste, à la fin de l'interview, m'avait dit: «C'est du off», mais en fait, on se demandait, «Tu as fait plein d'albums, tu as fait plein de trucs, plein de réalisations, mais jamais tu as fait d'album de reprises. Or, on te connaît aussi au travers des reprises, via le comité des reprises sur Canal+ à l'époque, et puis après avec Fanzine, et puis sur RTL2 tous les dimanches, l'émission que je fais». Et j'ai dit: «Ouais, c'est vrai, c'est vrai». Elle m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas d'album de reprises?» Et je me suis dit: «Non, mais c'est vrai que je l'ai jamais fait». Et je m'étais dit: «Je veux pas juste faire un album de reprise, j'aimerais faire un truc qui soit un peu plus, fédérateur que ça». Et donc je me suis dit: «Quel album moi j'aimerais écouter?» Et je me suis dit que j'aimerais bien écouter un album dans lequel les artistes que je vais inviter vont pour la première fois interpréter la chanson qui leur a fait aimer la musique. Pas donner envie de faire de la musique, parce que ça serait excluant par rapport aux gens qui, ne font pas de musique dans leur vie ou n'ont jamais touché un instrument de leur vie, mais faire aimer la musique. On a tous un morceau, je vous poserai la question à vous 2 d'ailleurs, d'un morceau qui vous a fait aimer la musique. Et effectivement, bah, Pomme par exemple m'a dit: «Bah, c'est, Dalida, Laissez-moi danser». Elle m'a dit, c'est J'ai 10 ans, de Souchon. Quand j'étais petit, ce morceau, il me mettait des frissons, et je peux pas t'expliquer pourquoi, mais ce morceau, il a été très important pour moi.
Et je leur ai posé une deuxième question, c'est à quel endroit vous voudriez absolument qu'on l'enregistre? Je veux que ça soit votre endroit doudou. Et donc, Pomme, par exemple, m'a dit: «Bah, dans ma chambre. J'aimerais que ça soit le parce que c'est un endroit où je me sens le mieux, pas oppressé et cetera». Donc on a ramené tous les micros et cetera. On a tout enregistré dans sa chambre. Mathieu, c'était, entre 2 dates. Il voulait que ça soit en tournée absolument parce que c'est là où il se sent le mieux. Donc on a enregistré, entre 2 dates, pendant sa tournée. Chaque artiste, voilà, avait sa petite histoire en rapport avec le morceau. Et en fait, ce que je voulais aussi, c'était, que ça soit le plus spontané possible et qu'on ait vraiment le sentiment qu'au niveau de l'interprétation, ils allaient tout donner, comme si c'était un peu leur game 7, tu vois? Et donc, du coup, on a eu des interprétations, enfin moi je trouve, parce que je suis fan des artistes que j'invite en plus, c'est des amis, mais plus que ça, tu vois? Un peu comme, vous par exemple, on se côtoie, enfin surtout Théo, parce qu'on s'est jamais rencontré Pierre, mais et ça ne m'empêche pas de te demander comment ça va et comment ça va dans ta vie, et à côté de ça, d'être complètement fan de ce que tu fais et d'écouter tous les jours ce que tu fais. Et c'est un peu pareil avec les artistes que j'ai invités, ce sont des amis très, très proches, je pars en vacances avec eux, mais j'ai aussi envie, de garder ce cœur de fan, et j'ai réussi à, je pense, à garder ce mindset pendant tout le process de l'album. Et donc du coup, c'est un album que moi-même j'écoute parce qu'en fait, je chante pas dessus et juste j'entends, des gens que j'admire, chanter des chansons avec plein d'amour, quoi. C'est Tu marrant, sais quand est-ce que tu reçois Pardon, vas-y. un artiste qui est au-dessus des autres, Théo? C'est quand le mec, tu lui poses une question et que tu as niqué l'interview derrière tout entière. C'est-à-dire, il m'a flingué les 10 questions qui suivent. Je suis Et c'est ça. désolé. Et il y a... Non, non, non. Il y a rarement... non, mais c'est pour te dire. Il y a peu d'artistes. Moi, j'ai eu le plaisir dans mon émission radio d'interviewer des gars comme Akhenaton, tu vois, où c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, tu leur poses la première question, tu dis bonjour, il dit le reste, quoi. C'est-à-dire, tu leur poses la première question et là, tu déroules le truc. Et ce qui prouve que tout ton projet est cohérent dans le sens où tout est articulé. Excuse-moi, Théo, je te laisse la parole. Non, mais ça, c'est la vision de jeu, c'est le QI musique de C'est Wax Denis ou Basket. des grands Tu lui comme fais la ça. remise en jeu, tu lui fais la remise en jeu, il sait déjà qu'il va monter sur le alley-oop après un pick and roll, quoi. Non, c'est ça, mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le côté, tu sais, être fan et en même temps connaître bien les gens et rester fan. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai eu le privilège en fait de le voir de mes yeux vus parce qu'avec Wax, on a eu la chance de faire une interview d'Oxmo Puccino. Enfin, c'est toi qui as fait l'interview d'ailleurs, Wax, qui était le rédacteur en chef de notre numéro spécial Jordan. Et bah, ça, en coulisses, je l'ai vraiment vu parce qu'en fait, j'ai vu à la fois bah, votre complicité de vous connaître de longue date et en même temps, quand c'était le début de l'interview, je t'en avais parlé, même après, de voir vraiment ta curiosité authentique, de voir les réponses d'Oxmo, d'avoir son. J'ai senti tout, enfin, j'ai ressenti tout ce dont tu parlais. Et c'est vrai que, enfin, je te l'avais dit après coup, moi, j'avais été un peu. J'avais été bluffé parce que les interviews, c'est toujours un exercice. Alors, je sais que t'es rodé, hein, Wax, malgré tout, mais c'est un exercice particulier. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que t'étais bien dans le quand rebondir, quand changer de thématique, creuser un petit peu. Et puis, surtout, ce qui m'avait plu, c'était voilà, cette soif authentique de savoir vraiment, de découvrir des choses, d'en apprendre plus, même si avec Oxmo, je pense que vous connaissez depuis un bail maintenant, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, en fait, c'est ça où je te dis, le mindset, c'est qu'au final, même si je suis, en fait, indirectement, effectivement, rodé à l'exercice de l'interview, moi, j'estime que je suis vraiment pas du tout un intervieweur. Je suis juste un mec passionné qui m'intéresse, en fait, à ce que racontent les gens. Et par exemple, je me suis dit, quand on a fait l'interview, mais c'est vrai qu'avec Oxmo, on n'a jamais, alors que son frère était en équipe de France, etc., on n'a jamais parlé basket. Je sais pas ce qu'il pense de Jordan. Vraiment, tu vois. Et donc, c'était moi, le fan d'Oxmo, qui posait les questions, même pas moi, son pote, tu vois. Ce qui est étonnant dans ton projet Étincelle, mais également dans on va dire la version peut-être vidéo. Toi, tu disais que tu regardais pas beaucoup de formats vidéo, tu écoutais plus de l'audio. Moi, on est pareil, Théo aussi souvent. Quand on fait un duo comme ça, où toi, tu te mets au service de quelqu'un, mais tu es quand même Wax, c'est ton émission, c'est Fanzine, c'est émission sur RTL2, etc. Il y a quand même avec l'artiste qui est à côté qui fait la reprise, il y a quand même un rapport d'ego quand même, chacun est musicien, etc. Toi, ce que tu arrives à faire, et c'est très étonnant, c'est d'éteindre tous ces égos, et on sent du coup que le plaisir que tu prends, notamment quand on te voit faire, on te voit sur certaines vidéos, de faire cette reprise. Je parlerai d'une autre vidéo tout à l'heure qui, moi, m'avait Mhm. retourné la tête dans un autre contexte, mais
c'est toi le kiff que tu prends. C'est-à-dire que Ouais, chaque phrase que l'artiste va sortir, là en plus c'est souvent des voix féminines et c'est rien que pour ça on t'en remercie, mais soudain de lever la tête et de dire waouh le kiff quoi, celle-là, cette note-là je l'avais pas vu sortir et alors, on va parler de tout à l'heure de ton équipe, de ton équipe all-time qui est une équipe où il y avait des égos surdimensionné, mais qui bien pourtant, à un sûr. moment donné, savait s'éteindre pour faire corps. Justement, cet esprit d'équipe, pour toi, c'est essentiel. Alors, tu as travaillé dans des groupes, mais il y a quand même des égos. Comment on Bien fait sûr. quand on est comme ça? Parce que c'est ton projet, c'est Wax qui est devant, et pourtant, on te parle beaucoup de tes invités, quoi. Ben, en fait, je pense que, ce que moi j'ai remarqué en tout cas, en tant que moi l'artiste, à chaque fois qu'on m'a mis, dans des dispositions où j'ai complètement oublié qui j'étais, c'était quand, un peu, sur le principe de l'escape game, quand on me dit, voilà, tu oublie où tu es, oublie qui tu es et juste vis le moment présent et voilà le scénario. Et le scénario, c'est souvent, l une reprise, un morceau que ni la personne que j'invite, ni moi-même n'avons vraiment joué en fait. On connaît la chanson mais on l'a jamais vraiment joué ensemble. Et à partir du moment où on sort chacun de notre zone de confort, le fait de se retrouver ensemble, sur ce terrain, complètement aride, on va dire, où c'est à nous de tout construire et bah, du coup, on oublie un peu tout et on se retrouve à faire, à créer cet inédit ensemble et je pense que c'est ça un peu la magie, qui s'opère un peu dans ces morceaux, enfin, sans prétention, mais je pense que vraiment c'est des jolis moments parce que c'est des moments très spontanés et pas si travaillés que ça. Je pense que si on travaillait pendant 2 semaines sur un truc, au bout d'un moment, peut-être qu'on Ouais. commencerait à dire: «Bon, là, je rajouterais ci, je ra» et là, on commencerait à rajouter un peu trop de nous, alors que de nous chacun, individuellement, alors que là, le fait de le faire très spontanément, le nous devient une seule personne et on fait cette création ensemble, quoi. Alors, ça m'amène une question, parce qu'en fait, souvent une question que je me pose quand j'ai l'occasion de parler avec des artistes, c'est de savoir à quel moment ils savent qu'un morceau ou qu'un album est fini. Là, finalement, les collaborations que tu as faites, comme tu allais chez les gens, ou là où où ils se sentaient le mieux, il y avait un temps qui était quand même limité, j'imagine. Tu pouvais pas rester voilà, une semaine dans la chambre de pommes pour enregistrer et refaire faire des voix. Du coup, est-ce que tu as vécu ça comme une contrainte ou justement comme quelque chose qui te simplifiait la vie sur ce que tu t'essayais d'avoir en fait lors de ces collaborations? Ah oui, ça m'a simplifié la vie d'une certaine manière parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu définis un cadre très précis en disant: «Alors, de un, je vais pas décider des chansons qui sont sur mon album, parce que c'est leur choix à eux. Donc je ne sais pas de quoi mon Ouais. album va être fait. De 2, je ne sais pas où je vais les enregistrer. Mais effectivement, comme tu dis, vu que c'est des endroits, dans lesquels c'est leur territoire à eux, à chaque fois, je disais: «T'inquiète pas, on le but, c'est pas de rester longtemps» et en fait, à la fin, ça durait archi longtemps parce que finalement, on mangeait ensemble, des fois, on regardait même un film entre des prises et après on disait: «Bon allez, on se la refait» et moi, ce que je voulais, c'était en avoir vraiment la prise de A à Z quasiment en une traite. Ok. J'essayais de pousser ce truc-là. Excusez-moi, j'étais un peu malade, donc je tousse de temps en temps. Et vraiment qu'on ait la meilleure interprétation possible. Je voulais vraiment les pousser parce que j'ai ce truc-là d'avoir réalisé pas mal de disques et c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec chaque artiste avec lequel je travaille, c'est de pousser, 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 mais toujours avec beaucoup de bienveillance et toujours beaucoup de: «Non mais t'inquiète, on a le temps, sinon je peux revenir une autre fois» et cetera. Mais le fait de passer des bons moments ensemble, d'être vraiment, tu sais, on oublie tout, on oublie le reste et on n'est plus que sur la chanson. Ça donne souvent des moments assez magiques. Donc ça faisait partie de mon cadre aussi et surtout, tu disais: «Quand est-ce qu'un album, tu sais qu'il est terminé?» Moi, je savais que dans le process, à la fin, j'allais ressortir avec 17 guitares-voix, parce qu'on jouait guitare-voix dans les chambres, en tournée partout, c'était que, très, très simple. Ce qui fait que ton cadre, il est encore plus délimité et à la fin, j'ai pris des musiciens extraordinaires, que j'ai mis dans le plus beau studio de Paris qui s'appelle Ferber, où il y avait 8 musiciens. Ils avaient tous dans les oreilles les guitares-chants en question et comme un chef d'orchestre que j'ai improvisé parce que je n'en suis pas un, je leur ai dit: «Vraiment, je veux que vous jouiez les yeux fermés au maximum et vous imaginez qu'on est là dans la salle avec vous et vous interprétez vraiment les chansons comme si on était là. Donc si vous sentez qu'à un moment, il y a un petit peu de on est un peu laid back ou si à un moment vous sentez qu'on
on monte en pression, montez avec nous. On n'est pas dans la salle. Moi, je n'ai pas joué avec les musiciens physiquement, pendant l'album. J'avais fait ça déjà, ce travail avec les artistes qui étaient invités et donc ça, c'était vraiment le moment le plus magique. J'imagine si je devais faire un lien avec le sport, c'est un peu comme si tu dessines un vraiment au maximum un schéma, d'attaque, par exemple, où on va prendre l'attaque en triangle et Tex Winter voit sous ses yeux des musiciens extraordinaires, des artistes comme, Pippen, Kukoc, Jordan, faire le plan qu'il a toujours imaginé dans sa tête, qui était juste sur un bout de papier et c'est en fait ce qui s'est passé et à partir du moment où ils ont joué les 17 chansons, j'étais là: «OK, on a l'album. Il est Et fini». Et du coup, ce duo guitare-voix, parce qu'il faut expliquer aux gens qui vont découvrir cet album, euh, c'est pas un album de musique électrique, enfin, c'est pas un album de rock Non, proprement parler, c'est toi qui es en manière d'acoustique, peut-être une manière de rendre hommage à ces fameuses séries Unplugged de l'époque qu'on aimait tant exact. et qui nous manquent beaucoup. Mais finalement, alors, tu démarres et après, il y a le feu qui s'allume, donc l'étincelle, cette fameuse étincelle qui est le titre du titre du disque. C'est Ouais. ça justement, c'est ce premier travail ou c'est l'étincelle dans la tête de tes... C'est le morceau qui est l'étincelle dans la vie de tes invités? Dans la vie de mes invités, tu vois, moi, par exemple, si j'avais dû être invité sur un album comme ça, j'aurais répondu Smells Like Teen Spirit de Nirvana, parce que je me rappelle que quand j'avais 9 ans, j'étais dans la voiture de mon cousin, je n'écoutais que du rap et il m'a dit: «Je vais te faire écouter un truc, tu me diras ce que tu en penses». Il a mis Nevermind de Nirvana, qui commence par Smells Like Teen Spirit. On était dans une voiture sur l'autoroute et je me rappelle vraiment, j'ai regardé mes bras, j'avais jamais de ma vie avant, eu la chair de poule et j'étais là genre: «Ah, c'est incroyable, c'est entre, violent, tendre, criant, mélodique, enfin, je peux pas expliquer ce qui s'est passé. On l'a écouté 17 fois de suite et la deuxième chanson de l'album, c'est Come As You Are. On l'a écouté 17 fois de suite et ça sur tout l'album, il en avait marre le pauvre, mais il avait 10 ans de plus que moi, j'étais son petit cousin, tu vois? Il avait 19 ans, il se disait: «Bon, le petit, il découvre» et l'album était sorti pas très longtemps avant, donc ça restait encore un peu frais et là, vraiment, ça a été l'étincelle. Je suis sorti de sa voiture après ce truc-là et je me suis dit: «J'aime la musique. Vraiment, je veux écouter de la musique, je comprends maintenant ce que ça peut procurer aux gens» et c'est ça que je voulais aller chercher chez tous mes invités. C'est ce morceau qui leur a fait exactement le même effet que moi j'ai eu avec Smells Like Teen Spirit. C'est ça l'étincelle, en fait. Ouais, donc c'est vraiment, c'était un moment, une révélation, c'était un tournant de ta vie, quoi. Ah ouais, vraiment, vraiment. Pour le coup, en plus, c'était un moment où je n'écoutais que du rap et je faisais que du basket et là, d'un coup, heu, ça a ouvert, le champ de la musique qui était, le rap était déjà large, mais pas aussi large que maintenant où il y a le rap est pluriel à plein de niveaux, mais ça a ouvert un champ énorme. Mes parents m'ont biberonné à la folk quand j'étais petit, c'est pour ça que je voulais justement qu'on fasse de l'acoustique aussi, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un côté très nu, dans le fait de jouer juste de la guitare acoustique avec du chant. On peut pas mentir, en fait, dans l'interprétation. Il y a pas plein d'effets, il y a pas de on peut pas sortir une 808, et commencer à faire parce que ça, on a fait un album qui s'appelle Lithium l'année dernière, où là, pour le coup, c'était compo avec plein de rappeurs et du coup, on a pu faire travailler, dans une méthode très contemporaine, on va dire. Là, moi, je voulais vraiment faire un album comme si c'était, un album des années 60, quoi. Bah, ça se ressent ouais, sur le son notamment. Et puis c'est vrai qu'après Lithium, j'étais surpris en écoutant Étincelle. Je m'attends, enfin, tu sais, j'avais pas forcément regardé d'interview ou lu quoi que ce soit avant, donc je l'ai vraiment mis pour découvrir. Et c'est vrai que le contraste est hyper frappant et on retrouve en tout cas ce côté dont tu parles là, de simplicité, de mise à nu quelque part. Ouais. Et puis moi, ce qui m'a frappé, ouais, c'est, je reviens dessus, c'est cette place laissée aux voix féminines. Moi, il y en a deux bon, bah, que je connais un petit peu mieux, pour les avoir rencontrées, écoutées, interviewées, etc. C'est les jumelles d'IBI. Ah ouais. Ça, j'imagine que toi, toi qui aimes travailler les voix, etc., enfin, ça résonne encore dans ta tête. En plus, il y a un travail entre une pianiste de génie et une percussionniste émérite. Ça a dû être un bonheur pour toi, ça. Bah oui, c'est incroyable parce que alors déjà, on se connaît depuis longtemps parce qu'en fait, au moment où ils sortent leur, 1er album et qu'elles font River,
Moi, à l'époque, j'avais une émission avec, Thomas N'Gijol sur Canal+ qui s'appelait Selon Thomas Mmh. et je l'aidais un petit peu à choisir un peu les artistes, on discutait de tout et j'accompagnais tous les artistes qui étaient invités. Donc on avait invité tous les copains, Orelsan et cetera et moi, j'avais un peu poussé, la candidature d'IBI parce que j'avais entendu juste une sorte d'EP et j'avais dit, «Il faut absolument les inviter». Elles étaient venues, donc c'était un peu leur tout début et puis on s'est toujours suivis depuis et quand je leur ai proposé d'être sur l'album, parce que pour moi c'était logique, vu notre passif, elles m'ont dit: «D'accord». J'ai dit: «Vous voulez enregistrer où?» Elles ont fait: «Bah, dans le salon de notre maman», parce qu'on a commencé, dans le salon de notre maman à chanter quand on était petites. J'ai dit: «Bah, génial». Donc on a ramené les micros et tout et en fait, elles voulaient pas chanter séparées. Moi, je leur ai dit: «C'est génial, si on peut avoir le truc le plus authentique, ça serait quoi pour vous?» Elles ont dit: «Vous mettez un micro, bidirectionnel». Elles se sont mis de chaque côté du micro et elles l'ont chanté peut-être intégralement 2 fois. On n'a fait aucune comp sur le truc, c'est-à-dire on n'a pas fait d'édit. C'est vraiment un passe-passe entre la sœur et l'autre et le moment où elles ont chanté, on avait les larmes aux yeux, c'était Ah, c'est tellement quelque chose. beau. Ah Ouais, ouais, c'est c'était quelque tellement chose. beau, et Cette je synergie entre les 2 est incroyable, ouais. c'est fou. Elles sont si douées, c'est incroyable. Moi, j'aurais une petite question par rapport. On va revenir sur Étincelle, mais pour faire une petite aparté, tu parlais de Nick Anderson tout à l'heure et de la pression de mettre 4 lancers francs à quelques secondes de la fin d'un match. Qu'est-ce qui est plus dur, shooter 2 lancers francs en fin de Game 7 en finale NBA ou se retrouver seul au milieu de Bercy avec une guitare électrique et faire la Bonne Marseillaise? question, ça. Parce que Alors est-ce que ça, c'est pas le shoot, ton grand A- shoot d'adrénaline finalement? avec Jordan dans le public, quand même. ouais, Genre, dans le public. bah, de manière, complètement égocentrique, je dirais que le plus dur, je pense, c'est faire la Marseillaise. Parce que, tu peux rater des lancers francs, mais tu as un game 5 derrière où tu peux te rattraper. Alors que tu rates, ta Marseillaise, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai eu la chance de pas être complètement conscient de tout ce que tout ce que ça comprenait parce qu'en fait, finalement, étant fan de basket depuis l'enfance et fan de musique depuis l'enfance, en plus, j'ai voulu faire une version un peu hendrixienne, c'est-à-dire C'est avec, ça. de la wah-wah, ma guitare électrique, heu, tout ça à Bercy. C'est ma ville, Paris. Je suis né à Paris, élevé à Paris. C'est le sport de mes parents. Nous, on est une famille, où mon père est immigré d'Istanbul. On est arménien d'origine et donc la plupart de ma famille sont allés à Détroit et à Los Angeles. Donc du coup, je savais que eux sur ESPN regardaient aussi. Je misais gros, en fait. Et je me rendais pas compte, que si je me plantais, parce que faut pas oublier que 6 mois avant ou à peine 1 an avant, Fergie se plantait, un petit peu, On en au a parlé il y All-Star a pas Game. longtemps, ouais. Ouais. Un petit Bah peu, oui, ouais. j'avais vu Un que vous petit en peu. aviez parlé. Elle se plante et derrière, moi, du coup, tu sais, moi, je suis très empathique de ça parce que je sais ce que c'est que de monter sur scène. Je sais ce que c'est que, de pouvoir éventuellement se planter sur un truc. Les gens sont cruels. Et des fois, on peut ne pas s'en relever et elle s'en est pas vraiment relevée. Derrière, il y avait tellement de négativité que derrière, elle a préféré mettre la musique de côté et en fait, a posteriori, je me suis dit: «Heureusement que j'ai réussi mon pari» parce que si j'avais raté, je pense qu'aujourd'hui, je vous parlerais pas. Je sais même pas si j'aurais fait un autre album. Je sais pas ce que j'aurais fait, d'autres choses, mais en fait, je suis tellement passionné par le basket, je suis tellement passionné par la musique. Le jour où je peux mélanger les 2, si je me plante comme ça, les gens, ils en auraient rien à foutre, moi, de mon histoire, de savoir que, c'était important pour moi, tout ça. Ils auraient dit juste, «Tu t'es planté, tu merdique» et puis c'est tout et je pense vraiment que ça m'aurait vraiment détruit, quoi. Moi, j'ai juste deux petites questions qui en font peut-être qu'une. La première, combien de temps on te l'a dit à l'avance que ça allait être toi qui allais faire cette Marseillaise? Et la deuxième, c'est est-ce que quand tu la réécoutes aujourd'hui, c'était exact, parce que j'imagine que tu l'as répété avant, est-ce que tu l'as sorti exactement comme tu l'avais répété, ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, yallah, c'est quoi? C'est chez moi, c'est mon sport, vas-y, vas-y, je me fais plaisir et je pars je l'emmène où je veux. Alors, je vais être super honnête avec toi. Vous connaissez Nico Bermond, peut-être, en Ouais. tout cas, toi, Théo, tu le connais, et qui travaille pour la NBA, avec qui j'avais eu l'occasion, qui m'a fait rencontrer, notamment avec la First Team Isia Thomas. Donc, on se connaît depuis quelques années maintenant. Euh,
un jour, il m'envoie une vidéo sur WhatsApp. Je pense qu'on est en novembre 2019. Une vidéo de Slash qui joue l'hymne américain au Super Bowl. Oui. Et je lui dis: «Merci beaucoup Nico, mais je la connais cette vidéo». Il fait: «Et t'en penses quoi?» Je lui dis: «Bah, moi je l'adore, mais de toute façon moi Slash pour moi c'est Dieu donc à partir de là, voilà». Il me fait: «Est-ce que ça te dirait pour le premier match NBA en France de faire la Marseillaise?» Et je lui dis: «Oh là là, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce que c'est vraiment une question ou?» Il me fait: «Non, non, mais» je lui dis: «Non, mais là, parlons sérieux 2 secondes. Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que tu me dis ça comme ça?» Il me fait: «Non, non, c'est une vraie question». Voilà. Et j'ai dit: «Bah, oui, évidemment». Il fait: «Bah, alors tu l'as fait». Et on est en novembre et je sais que le match a lieu, en En janvier, janvier, ouais. fin janvier. Et je lui dis: «Mais waouh, 3 mois en avance». Je lui dis: «Mais pourquoi, enfin super, génial, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Il me dit: «Bah, ce que j'aimerais, c'est que tu la travailles comme tu la veux. Les Américains sont très dans les procédures, donc il faut que tu envoies une vidéo où tu l'as fait pour que nous, on puisse, la valider». Le lendemain, en pyjama, je passe, 2 heures à la prendre, à machin et cetera. Je fais un truc avec des petites envolées à droite à gauche, je change un peu le tempo, je lui envoie. Il me dit: «Écoute, si tu peux enlever les 5-6 premières secondes où, tu sais, parce que je mettais du Larsen et tout, un peu à la Hendrix». Il fait: «Si tu peux enlever ça, les Américains sont OK pour tout». J'ai dit: «OK, d'accord, je t'enlèverai le petit début, il y a pas de souci». Et et à partir de là, je lui dis: «Et donc maintenant, c'est quoi la prochaine étape?» Il fait: «Bah non, bah rendez-vous à Bercy, quoi, enfin à l'Accor Hotel Arena». J'ai dit: «Waouh, OK, d'accord». Et donc j'en parle à personne, à part à ma femme. Et évidemment à Sicole, avec qui je fais tout, dans Fanzine et cetera, parce que lui, je voulais qu'il soit là parce que on fait tout ensemble. Et au fur et à mesure, je vois des gens, parce que tout le monde sait dans mon entourage que j'adore le basket, me dit: «Alors, tu seras au match, NBA?» Je fais: «Oui, oui». «Waouh, c'est dingue et tout», parce que j'ai vu, il y avait des anciens joueurs qui allaient venir. Il y a Karim Abdul-Jabbar, non? Et tout. Je fais: «Ah bon?» Tu sais, genre, en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment essayé de pas du tout, savoir ce qui allait se passer. Je voulais aucune nouvelle. Et je crois l'avant-veille du jour de la Marseillaise, il y a mon frère qui m'appelle pour me dire: «Alors au fait, tu vas au match? Tu as pu m'avoir des places?» Parce que je lui avais dit que je pouvais peut-être lui avoir une place. Je lui ai eu une place et je lui dis: «Ouais, carrément». Il fait: «Putain, ça se trouve on va croiser Jordan parce que tu sais que c'est les Hornets qui jouent?» C'est Et je lui fais: «Putain, je m'en étais pas rendu compte». Ouais, T'avais pas percuté. non, mais et en même temps, il y avait une news, je sais pas si vous vous en rappelez à l'époque. En 2019, il y avait eu, la ligue chinoise qui avait voulu l'inviter pour un, alors je sais pas si c'était leur All-Star Game ou quoi, et il lui avait proposé, je crois, de mémoire, 100 millions de dollars pour qu'il vienne juste assister au match. Et il avait refusé. C'est rien, c'est le mois Derrière, de mai, c'est le mois de mai pour lui, 100 millions. et derrière, ils avaient matché, je sais plus la somme, mais c'était délirant, genre 200 ou 300 millions de dollars, et il a refusé encore. Et donc je m'étais dit, s'il refuse 300 millions de dollars pour aller voir un match là-bas, il va pas venir gratos à Ouais. Paris. Enfin, de toute façon, la NBA en France en Europe ne permettra jamais de sortir autant d'argent pour lui. Surtout Mais qu'il y par avait eu, excuse-moi, il y avait eu la mauvaise expérience, je crois que c'était l'année d'avant ou 2-3 ans avant, du quai 54, où il était venu, il était dans sa voiture au pied de la place de la Concorde. Il était censé rentrer sur le terrain parce qu'il était invité. Il n'était pas sorti parce qu'il avait eu peur des émeutes, etc. Donc on s'était ah, dit finalement, c'est une légende urbaine, quoi. je connaissais même pas cette histoire, tu Ah ouais, vois. ouais, Mais il était sur et, place, ouais. et donc je m'étais rassuré en me disant, personne, enfin, il sera pas là en tout cas. Et effectivement, j'arrive là-bas, je croise Rémi Reverchon, l'équipe de First Team. Je crois que Théo, on se croise aussi. Je crois que tu y étais. Euh, Il y a l'équipe de Trash Talk qui est là aussi. Ah non, eux, ils m'ont carrément appelé pour me dire, ah ouais, mais c'est vrai alors cette histoire? Je fais: oui, oui, c'est vrai, parce que ça commençait à parler un peu. Du coup, j'ai fait un petit post Instagram pour dire aux gens, soutenez-moi. Mais un peu en dernière seconde, parce que Ouais. vraiment, j'ai mes petites croyances et je voulais pas que ça me porte l'œil. Et puis surtout, je voulais pas qu'il y ait de lumière sur ce truc-là en particulier, surtout si je me plantais. Et en fait, j'arrive et je vois bah, Yanis en train de faire des shoots, je vois Del Curry, je vois Dikembe Mutombo, et on s'était croisés à Londres. Il me reconnaît, il me fait: «Ah mec, comment ça va?» Je lui présente ma femme, on fait une photo ensemble. Enfin, vraiment, rien n'était réaliste, tu vois. Il y a le PSG qui arrive avec Mbappé, Verratti et tout qui se mettent qui s'assoient. J'étais là, mais ça, il y a été Riner, il y avait Jamel Debbouze. Enfin, tu vois, ça commençait. Il y a Jospin. Enfin, tu vois, ça,
il y avait rien qui était. À ce moment-là, je déconnecte. Et je vais dans la loge, je bosse une dernière fois mon truc. On m'appelle pour aller sur le terrain. J'y vais et là, j'entends la foule qui font waouh! Parce qu'en fait, je me rends pas compte, mais avec la First Team et avec plein d'autres choses que je fais, il y a beaucoup de Bah gens qui ouais. sont dans la salle, qui sont fans de basket, qui me connaissent un peu. Puis donc vraiment, j'ai un support génial, tu vois. Et avant que je me place donc, et là, les équipes vont se mettre sur les côtés. Et là, il y a Batum qui vient me voir, qui me dit, tu sais qu'il y a le patron qui te regarde. Et Oh je le bâtard. regarde en haut et je vois la loge en face de moi, vraiment. Je vois un mec, je vois Jordan comme ça. Et j'étais là, oh la vache. En plus, tu sais, du coup, tu regardes à droite, à gauche, tes yeux se perdent. Oh, tu vois Karim Abdul-Jabbar, tu vois Tony Parker. Enfin, tu vois, j'étais là, genre, oh là, la vache. Et donc, heureusement, ça commence par. Déjà, il y avait eu l'hommage à David Stern. Après, il y a eu l'hymne américain. Et là, ils disent, et maintenant, et le speaker, wax. Et tu sais, j'étais là, oh la vache. Et donc, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'en reviens là, moi, j'avais bossé ma version de la Marseillaise avec des notes à droite, à gauche pour rappeler un peu Hendrix. Voilà. Et à partir du moment où je fais ta-na-na-na, et là, tout le monde, enfant Ah oui. de là. Et donc, on est 25 000 à la chanter, en fait. Ouais, donc Et tu es donc, obligé de garder le rythme. mon plan tombe à l'eau. Eh oui. Donc, je peux pas du tout faire ce que je veux. Et donc, j'ai suivi le public et on l'a fait ensemble. Bon, c'est encore En mieux. fait, ça a été de l'improvisation totale. Du coup, là, tu n'es plus du tout en stress. Tu es juste dans le OK, on joue le truc ensemble. Et il y a un moment où j'ai senti le truc, j'ai commencé à accélérer le tempo. Et puis après, j'ai commencé à vivre le truc, à mettre mes bras en l'air. Et là, je me suis dit, putain, c'est le plus beau moment de ma vie. Et là, effectivement, à la fin, j'ai fait un dernier accord. J'ai regardé Jordan. Je me suis dit, allez, putain, j'ai kiffé. C'est magnifique parce qu'au bout du compte, tu l'as joué comme une collab en fait. C'était une Ah collab ouais? avec Bah, Bercy quoi. finalement, C'est ça ouais. qui est fou quoi. Ouais, j'avais 25 000 choristes avec moi. Moi, il y a une autre collab dont j'aimerais te parler parce que je suis désolé, mais tu t'es bien fait enfler sur celle-là. C'est un peu tu sais, le truc Deliveroo, t'es avec ta femme, tu lui dis qu'est-ce qu'on mange ce soir, elle fait, tu lui dis bah comme tu veux, et elle va chercher là, tu sais, le truc avec le tofu, machin. Alors toi, t'avais envie de faire un burger, machin. T'as demandé à ton épouse sur son disque qu'est-ce que tu veux faire, et elle te sort Dépêche Mode. Qu'il n'aime pas du tout, et c'est elle qui balance l'info en plus, nous on savait pas, parce que dans le clip qui est ensemble, bon, bah, ton épouse, on la connaît, c'est Pénélope Bagieux qui est Bien sûr. autrice de bande dessinée, qui a sorti son dernier album magnifique, L'Estrade, qu'on vous conseille bien évidemment, et tout ce qui précède, Les Culottés, etc. Superbe série. Et donc dans la vidéo où tu fais I Just Can't Get Enough avec elle, où elle balance le fait que tu n'aimes pas du tout Dépêche Mode, en fait, raconte-nous cette espèce de mauvais tour du destin qui t'est retombé dessus. Non, mais en fait, on a toujours, en fait, on a des goûts archi similaires sur tout, et effectivement, on a un ou deux points de discorde, dont Dépêche Mode. C'est-à-dire que moi, vraiment, Dépêche Mode, c'était, en fait, tout est lié aux arrangements pour moi. C'est-à-dire que les trucs qui sont hyper, hyper 80s ou hyper 90s, tu sais, genre début 91, 92 dans la pop, tu vois, ou des choses comme ça, il y a des trucs qui ont mal vieilli à mon goût, Daté, tu ouais. vois. Et les trucs, bah, là, je sais qu'ils utilisent des synthés qui font ta 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 ta, tu sais, des trucs comme ça. Et moi, vraiment, c'est des no-go zones, tu vois. C'est vraiment, il y a Horrible. marqué n'y allons pas. Et donc, et à chaque fois qu'on va en soirée, à chaque fois qu'on fait une soirée à la maison, qu'il y a plein de monde, elle passe toujours des morceaux de Dépêche Mode. Et je la vois danser. Et en fait, je suis heureux de la voir si heureuse, tu vois. Mais moi, par contre, d'un point de vue musical, vraiment, pour moi, c'est pas ma culture. Et donc, du coup, quand je lui ai dit, écoute, sur cet album, ça me ferait plaisir que tu y sois, elle m'a fait d'accord. Et je lui ai dit, au bout d'un moment, parce que je commençais à enregistrer de plus en plus de guitare-chant, je lui ai dit, il faudrait qu'on fasse notre morceau ensemble. Tu voudrais faire lequel? Elle me fait, bah, Dépêche Mode. Et donc, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, c'est ton morceau. J'ai pas choisi les morceaux de mon album. Et bah, vas-y, let's go. Et en fait, en la faisant, je me suis dit, et ça, c'est assez thérapeutique parce que plein de fois, ça m'est arrivé avec des artistes qui me proposent des morceaux ou que j'aime pas ou que je connais pas du tout, mais quand à la première écoute, j'aime pas spécialement. J'ai su reconnaître sans aucun problème que Dépêche Mode, c'était de la grande écriture. C'est-à-dire Ouais, que bien sûr. vraiment, les mélodies et tout, c'est tellement malin, c'est tellement fin. Et j'ai compris pourquoi. Tu vois, par exemple, il y a un groupe que j'aimais pas beaucoup quand j'étais plus jeune qui était The Cure. Et j'ai appris à connaître The Cure
peut-être 10 ans après avoir découvert pour la première fois. Et j'ai mis du temps à y venir, mais parce que j'ai fait une reprise avec un artiste d'un morceau qui s'appelle Friday I'm in Love. Et j'ai écouté le titre tellement en le préparant que je me suis dit, mais en fait, j'adore et je suis devenu fan des Cure. Mais si j'avais pu derrière être, tu sais, président d'honneur du fan club de France des Cure, j'aurais signé, quoi, tu vois, Ok. alors qu'à la base, j'aimais pas. Et Dépêche Mode, il commence à y avoir un espèce de truc comme ça où je commence à avoir une addiction aussi pour ce groupe maintenant, quoi. Théo, c'est Tu vois. quoi, toi, le morceau qui t'a fait soit aimer la musique, soit qui t'a donné envie d'en faire? Parce que Théo, il dit rien, mais l'autre jour, il a posté une photo sur le fil de Hoop Culture où il montrait son coup de cœur de la semaine, là, de fusil, mais derrière, il y avait une petite MPC quand même, hein, un petit coquin. Il dit rien, mais. Ouais, mais Ah. moi, c'est Oui, en oui, grand oui. amateur. En grand Oui, amateur. oui, Bah, c'est oui. Non, je me posais la question, parce que quand t'as commencé à en parler, Wax, alors ça va faire hyper cliché, mais honnêtement, je pense que si je devais retrouver la première chanson, vraiment la première, je pense que ce serait. C'est fou. Bécassine. Hein Casimir, t'as dit Bécassine. Bécassine, il a Ah, dit. Bécassine. Non, j'allais dire une chanson douce de Doris Salvador, juste parce que c'était voilà, la berceuse que me chantait ma mère. Mais sinon, le moment où je me suis dit, non, moi j'aime la musique, c'est ma passion, c'est lié à un film, c'est la bande originale des Blues Brothers, qui est un de mes Ah films ouais. préférés. Et c'est là en fait que j'ai découvert parce que ma famille écoutait pas du tout ce genre de musique. C'est là que j'ai découvert la black music, en fait, rhythm and Ouais, blues, soul. Et à bien partir sûr. de là, c'était ma quête. Donc moi je cherchais des trucs comme ça. Et après quand le rap est arrivé, j'ai pris comme une claque parce qu'en fait c'était les trucs qui samplaient voilà, Bah ouais, bien ces trucs sûr. que j'avais adorés. Et après j'ai plus jamais regardé en arrière. Après voilà, maintenant j'aime tout un tas d'autres choses. Mais mes premiers gros souvenirs, je pense que c'est cela. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on aurait repris Need Somebody, par exemple, ensemble. Ah bah ouais, carrément, Ouais. carrément. Et Et toi? Ouais, vas-y, pardon. Non, non, j'allais dire, et toi, Pierre Armand, qu'est-ce qu'on aurait repris sur Bah, en Étincelle fait, ensemble? c'est là où vous avez raison, c'est le moment où quand t'es petit, t'écoutes des morceaux, puis t'aimes toujours la musique, puis il y a celle qui te donne envie d'en faire. Moi, ma mère, elle m'avait collé au piano pendant des années et ça me cassait les couilles. Le plus beau moment de ma vie, c'est le jour où ma prof de piano dit, ouais, je déménage, je m'en vais. Donc, je me suis dit, tu sais, super, j'arrête. Et elle me recolle chez un autre prof. Sauf que le prof, un jour, il me dit, j'arrive dans 2 minutes. Et je vois il était prof de plein d'instruments et je vois une batterie dans son salon et ma vie change, tu vois. Ah, Et en waouh. fait, il me fait essayer et du jour au lendemain, bon, bah, j'arrête le piano, je dis à mes parents, c'est fini, c'est ça que je veux faire. Et en fait, les premiers jours, il me dit, ouais, écoute ça parce qu'il y a quand même plein de trucs. Et en fait, moi, le premier morceau, alors peut-être que, je pense que Théo, toi, ce que je vais te dire là, ça ne parle pas du tout, mais peut-être que Wax, toi, oui, c'est Children of the Damned sur Number of the Beast d'Iron Bien Maiden, sûr, bien sûr. qui est où il y a 1000 rythmiques différentes, enfin voilà, et puis voilà. Donc ça, c'est un truc que je peux écouter aujourd'hui en m'endormant, tu vois, c'est-à-dire ça me berce pour dormir. Je comprends Et, tout à et, fait. et le deuxième, et si moi voilà, je devais faire un morceau avec toi, tu vois, un truc avec Wax, c'est que quelques années après, en écoutant du hard rock machin chez un copain, même amateur de musique, je prenais des cours de batterie, donc on me faisait jouer du Toto, ça passait de Jonas et tout. Et là, j'entends Shadé, quoi. Pour la Ah ouais. première fois de ma vie, Ah. j'entends Shadé. J'entends, je sais plus lequel, je crois que j'entends Easy to Crime de Shadé et là, il y a tout qui bascule. De l'autre côté, parce que je me dis, mais on peut aussi jouer ça, on peut aussi faire ça. Ouais. Et je pense que voilà, si j'avais fait un truc avec toi, voilà, ça aurait été un morceau de Shadé, peu importe lequel. Enfin, Bah, euh, très bonne sélection. En plus, voilà, Shadé, donc ça joue la mort, hein, Shadé, hein. ça joue mortel. Ça joue anglais. De toute façon, Ouais, dès ouais. que ça joue anglais, ça joue la mort. Et tu vois, et le pendant des gens qui jouent anglais et qui jouent très très bien avec beaucoup de goût et raffiné, mine de rien, Toto, ça joue la mort aussi, tu vois. Bien sûr, Jeff Steve Porcaro à la Porcaro. batterie, attention. Qui encore une fois est Jeff Porcaro qui est le batteur sur Billie Jean, donc l'un des riffs les plus connus de l'histoire de la Ouais. musique. Sur Thriller, globalement, il a Il quasiment joue, il enregistré joue tous les morceaux. pratiquement tout, ouais. Et Ouais. alors voilà, ça te permettait d'apprendre à jouer une rythmique qui était des plus binaires comme tu as fait sur Nirvana, etc. Et d'un coup, tu rencontres ce que toi tu as rencontré sur les Blues Brothers, tu rencontres le groove, quoi. Et c'est Ouais. deux mondes qui Ouais. sont totalement, tu as l'impression qu'ils sont totalement hermétiques et en fait, tu peux jouer. Alors, essaye pas de jouer le Number of the Beast avec le batteur de James Bond, si tu veux, Ouais, mais ouais, ouais, non, clairement. avec Bernard Perdue, mais essaye de. Et l'inverse. Mais voilà, voilà,
la rythmique au centre de tout et de mille manières différentes. Mais c'est vrai que c'est Children of the Dam, le premier qui m'a, comme tu dis, qui m'a mis comme ça. Eh ben écoute, j'aurais été ravi de le reprendre dans Étincelle avec toi. On J'aurais aurait pas fait une dû la version. chanter celle-là. J'aurais beaucoup de mal à la pousser. Et tout à l'heure, Wax, tu disais donc cette étincelle, justement, c'était quand tu avais 9 ans, mais que tu étais déjà passionné de basket. En fait, moi, j'avais pas percuté que finalement ton amour pour le basket était même plus ancien que celui que tu avais pour la musique. T'es tombé vraiment super môme dedans. Bah en fait, comme je disais, alors ma mère était championne du Berry de basket et mon père était champion, alors cadet, je crois, d'Istanbul. Il jouait pour Beşiktaş, Ok. mais vraiment, tu sais, Pas les mêmes Mais en ambiances, section ça va pas amateur, ouais, quoi. mal. Hein. voilà, ouais, vraiment en section amateur, ouais, et pas les mêmes ambiances, ouais. Non. Et, et donc, dans la famille, le basket, mon oncle, lui, a été champion de France de basket. C'était à une époque où il y avait des championnats euh, individuels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'était dans les années 60. Il y avait des championnats des Skills Challenge, en gros, ce qu'on appelle Ok. des Skills Challenge aujourd'hui. Donc la passe, le shoot, le machin, etc. Et ils faisaient ça par région. Et à la fin, ils se donnaient rendez-vous à Paris. Il y avait une finale, donc où il y avait, je sais pas, une dizaine de participants. Et il a été champion de France devant Alain Gilles. Ah, légendaire. Hein. Légendaire. Ouais. C'est marrant ça. Et donc, quand j'étais petit, il y a toujours eu, dans cette petite maison dans le Berry où on allait avec mon frère quand on était petit en vacances, un panier de basket. Et mon oncle, à chaque fois, ça rigolait pas. Il nous disait, bon, allez, on va commencer les entraînements, les machins. Et donc, dès que j'étais petit, on faisait du basket tout le temps, en fait. Et donc, moi, j'ai habité dans le 10e arrondissement. Je me suis inscrit à la Grange Obel en poussin ou en je sais plus quoi. J'ai jamais arrêté de faire du basket. Et vu que mon oncle de Détroit nous avait envoyé des fringues des Pistons. Moi, je pensais que c'était une marque de fringues au début. Hein. Je savais pas que c'était une équipe de basket. J'avais ma jaquette des Pistons, mon jogging des Pistons, mes chaussettes des Pistons, mon t-shirt des Pistons. Ouais, j'étais pistonisé à fond. Et quand j'ai compris plus tard, en allant à mes entraînements de basket, que les autres ils disaient mais t'as eu ça où et tout, tu sais que c'est la NBA et tout, je comprenais pas du tout de quoi on me parlait. Et en fait, le basket aussi en France à cette époque-là, début des années 90, il y avait quand même Pau Orthez et Limoges qui se tenaient la dragée haute. Et vu que ma famille dans le Berry n'habitait pas très loin de Limoges, dès qu'on allait là-bas, on allait voir des matchs de Limoges. J'ai été dans les gradins à 7 ans, j'étais déjà comme un dingue. Donc en fait, le basket a vraiment été dans ma vie, mais tout le temps, quoi. J'ai jamais quitté. C'est la... Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, c'est quoi ta série préférée? Je dis, mais c'est le basket, quoi. Il y a toujours des nouveaux acteurs et j'adore, c'est mon feu de l'amour à moi, quoi. Nous, Ouais, vas-y, Pierre. on s'était pas rencontrés, tu disais tout à l'heure, mais on s'était parlé, puisque dans le cadre du Rivers spécial Chicago, j'avais eu le plaisir de te poser quelques questions sur Asia Thomas. Ah oui. Dans ce papier, on avait fait une interview. Cette vidéo qu'avait mis First Team en ligne, je crois que c'est à chaque fois que j'ai pas le moral un jour, je vais regarder cette vidéo parce que c'est vraiment le moment feel good absolu, la surprise ultime. J'ai deux questions. Un, tu t'y attends vraiment, vraiment pas du tout. Et deux, enfin, tu sais, quand on dit tu t'effondres, toi, tu lâches ton chapeau en voyant Asia Thomas et tu lui dis un truc intéressant, c'est il y a Michael Jackson et à toi. Ouais. Mais en fait, ils sont pas très bons acteurs, les gens de la First Team. Non, Donc mais je comprends qu'il y a une surprise pour moi à un moment donné. Parce qu'ils gaffent sur un truc. Et en gros, eux, par contre, ouais, mais ils te disent que c'est un autre joueur. ils savent très bien rebondir. Et ils me disent, bon, tu vas rencontrer peut-être un joueur des Pistons. J'ai fait, waouh. Et ils font, ouais, tu vas rencontrer Kwame Brown. Et, Non, le chapeau tombe moins. ouais, et en fait, je dis, bon, bah écoute, cool, enfin, tu sais, ça reste un joueur NBA, et à l'époque, j'ai jamais rencontré un joueur NBA de ma vie, donc je dis, bah écoute, cool, Kwame Brown. Moi, en souvenir, quand je pense à Kwame Brown, je pense à Stephen A. Smith, qui le défonce de Ouais. ouf dans cette interview qui est mythique, où on parle de l'échange entre Pau Gasol et lui, tu vois. Et en plus, moi, j'ai le souvenir du joueur qui avait quand même un petit peu les mains carrées, mine de rien.
Et donc je me disais, Waouh, son passage aux Pistons, en plus, il était pas dingue. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Puis après, je me dis, de toute façon, ils m'ont dit que c'était pas sûr. J'espère que c'est pas vrai et que je vais le rencontrer, tu vois. Et en fait, on va dans un endroit où ils étaient en train de s'entraîner tous, les équipes. Et après, on reste, on fait des shoots. Et en fait, il y a un de mes potes qui était cadreur. On joue, on fait je sais plus quoi, un horse, un truc comme ça. Et vraiment, il n'y a eu aucun bruit dans la salle. Il n'y a même pas eu un oh ou un truc comme ça où je me suis retourné. Il n'y a vraiment eu aucun bruit jusqu'à ce qu'un mec tape sur mon épaule. Je me retourne et je le vois. Et là, vraiment, c'était le méga choc, quoi. Parce que pourtant, enfin, en fait, je crois que ça me fait ça avec personne d'autre, tu vois. Je Tu le pense qu'il prends y a... dans tes bras, tu as cette Ouais, réaction ouais. où c'est même pas genre, enfin, tes émotions font que normalement tu l'aurais peut-être serré la main ou bonjour. Là, le mec, tu l'attrapes, c'est ton doudou, quoi. Mais ouais, c'est comme je te disais, le basket, c'est tellement une série pour moi que les Pistons, les Bad Boys, pour moi, c'est mes Beatles, tu vois. C'est vraiment, je les aime, mais d'un amour, mais qui est incroyable. Tu sais, je collectionnais tous leurs cartes, toutes leurs histoires. J'ai appris presque à parler anglais en recevant des magazines de ma famille de Détroit avec on vous refait l'histoire des Bad Boys, des machins. Je regardais des cassettes Pal Secam à l'époque, ou avec l'histoire des Bad Boys, des machins. Enfin, pour moi, Isia Thomas, il fait partie de ma famille, quoi. Et, euh, et ça me fait pas vraiment ça dans la musique, c'est étrange, mais j'ai rencontré des gens que j'idolâtre depuis que je suis tout petit dans ma petite carrière. Et à chaque fois, tu sais, je suis ému, c'est super et tout, mais il y a pas ce côté. Là, vraiment, c'est. Je sais pas. Et c'est pour ça, je serai un éternel défenseur tout le temps de Isia Thomas, parce qu'il me fait de la peine dans son traitement médiatique quand les gens disent ouais, mais quand même, c'était une pute et tout. Je fais mais non, mais pas du tout. Vous le comprenez pas. Vous le comprenez pas, c'est le plus gentil. Et en fait, il a été tellement gentil avec moi. Le soir, on s'est revus, il m'a présenté sa femme, on a regardé le match ensemble, on a échangé nos numéros, on s'est suivis sur les réseaux, on s'envoie des nouvelles peut-être tous les 2 mois. Ça, c'est marrant. Tu vois, je me suis marié, il m'a fait congratulations, mec, et tout, c'est ouf. Je montre à ma femme, je dis, c'est Isia Thomas qui nous dit bravo pour le mariage. Enfin, Putain, c'est ouf. tu sais, j'en reviens pas. Il m'a souhaité mon anniversaire la semaine dernière. Enfin, vraiment, ça a aucun sens. Et vraiment, s'il y a bien un mec, pour moi, qui me fait cet effet-là, c'est lui. Et effectivement, le fait de l'avoir rencontré, c'était le plus beau cadeau que pouvait me faire la First Team, quoi. Tu sais que tu me l'as sauvé à moi aussi, parce que quand Théo il m'a appelé, il me dit bon, tu vas pas être content, on fait un truc sur Chicago. Je te file un article sur Asia Thomas. Je suis oh non, c'est une pute. Et là, il me dit tu fais un article sur Asia Thomas. Je me suis dit bon, c'est une pute, mais je vais écrire 10 pages sur lui, je vais apprendre que c'est un mec sympa. Je fais mon truc, genre tu sais, je finis l'article, je fais un l'ordi, je fais ça reste une pute. Tu vois, Ouais. et je dis à Théo, mais est-ce que tu as les coordonnées de Wax? Parce que bah, lui, il l'a rencontré et j'avais cette vidéo en tête. Et Ouais, c'est ouais. là où tu me racontes que tu as continué, là, vous avez continué à vous voir et tout. Et je me dis, mais non, un connard, il a pas il aurait pas fait ça avec un petit gars qui rencontre à Londres, qu'il a jamais vu et tout. Et on voit tout de suite, quand tu lui parles et que tu lui dis, tu lui fais les compliments qu'on a dû lui faire 100 fois, des fans comme toi, Ouais. tu sens que lui aussi à l'intérieur, tu l'as attrapé quoi. Bah Et ouais, mais du en coup, fait, c'est tu dis bon, insensible. c'est une petite pute, mais Ouais. moins quand même, tu vois. En fait, c'est un ultra sensible et Ça se voit, ça se voit. il est ultra sensible au fait qu'on puisse avoir aimé son travail ou il est toujours. Enfin, moi, le peu de fois où je l'ai vu ou le peu de fois où je lui ai parlé, parce qu'après on a fait des trucs pour la NBA où on s'est fait un peu comme là, du Zoom ensemble, où on se Incroyable. reparlait de plein de choses et tout. Euh, Quand je lui dis, et tu te rappelles cette action machin, et je le vois même, il m'émeut à fond sur Twitter, parce que dès que quelqu'un dit, n'oubliez pas qu'Isia Thomas aussi a existé, a fait des super trucs, il le retweet, il fait, ah merci beaucoup, il faudrait que les gens le sachent. Enfin, tu sais, il est vraiment genre. Et, et en fait, vraiment, je vous jure, en tout cas, on dit tout le temps, c'est pas bien de rencontrer ces idoles. Moi, je suis trop content que mon idole, ce soit pas Michael Jordan. Parce que je pense que jamais il m'aurait donné l'heure et jamais il aurait fait mais le 20e de ce que Isaiah Thomas a fait. Mais je parle de Jordan comme ça, mais il y a plein de joueurs que j'ai eu la chance ou pas de rencontrer depuis et où j'ai fait ah ouais, vraiment, heureusement que c'était pas eux les gens que j'idolâtre. Et ce mec-là, qui aurait pu être vraiment super pas sympa ou vite fait, tu vois, c'est le meilleur.
Voilà. Théo, quand il a rencontré Jordan, il a voulu lui faire un hug aussi. Il a pas pu shooter main droite pendant 2 ans et demi, je crois. Ma main s'est perdue dans la sienne, par contre. Ça, c'est clair que c'est un truc de malade, quand même. Et Vraiment, mais Théo, ça c'est fou, parce que tu vois, quand on a fait le spécial Jordan, c'est le jour où j'ai appris que tu avais interviewé Michael Un des Jordan. Et il y rares, a, un il y des a, il y très a rares. peu de gens qui peuvent dire ça. Surtout d'avoir ouais, bah, passé le temps que tu as passé, quoi. Ouais, bah, j'ai eu une chance énorme, hein. C'était le magazine pour lequel je bossais à l'époque, qui s'appelle Tyler, que j'ai adoré d'ailleurs, un magazine qui était pas que basket, qui était aussi qui était sport et c'était sport et cultures urbaines, la tagline, donc ça Ouais. parlait de tout. Moi, j'ai adoré bosser pour ce magazine. Et c'est vrai qu'il m'avait proposé, quand Jordan était venu pour une opération commerciale, de faire l'interview. Et moi, j'en revenais pas. J'ai passé 10 minutes avec lui. Et pour le coup, ce qui est fou, enfin je l'ai déjà dit, mais je le redis, en fait, ce qui est dingue, c'est, tu sais, on parle tout le temps de son charisme, c'est un vrai truc de malade, en fait. C'est Mm. ouf, ce mec-là, je lui ai posé les questions que 25 000 journalistes lui ont posé, pardon, et en fait, t'avais l'impression que c'était la question la plus intéressante qu'on lui ait posée de sa carrière, il te regarde dans le fond des yeux, il te répond, il développe et tout. C'est... Voilà, c'est ce truc parfois qui est intangible. Qu'est-ce qui fait une superstar? C'est vrai dans la musique, c'est vrai dans le sport. En fait, il y a des gens qui ont ce truc en plus de leur talent. Et ouais, Jordan, c'était ça. Moi, j'ai passé un super bon moment. Après, voilà, c'était pas, il n'y avait pas autant de proximité que toi avec Isaiah Thomas. Pour le coup, Ouais, mais t'as interviewé Michael Jordan. Et c'est un achievement quand même. Enfin, moi, je trouve ouais, que c'est extraordinaire. je cache pas que j'étais prêt à prendre ma retraite, c'est mettre mon Ah ouais. dictaphone au plafond chez moi et me dire, je vais changer de boulot maintenant. Et tu sais que Barclay, il l'avait dit que c'était quand il sortait et qu'il venait jouer à Philadelphie, qu'il sortait, c'était un peu comme le gars, tu sais, t'es en Camargue et t'as un type qui prend plus les moustiques que les autres et tu le mets devant toi comme ça, t'es sûr qu'il prend. Et lui, il disait pareil, c'est-à-dire que il le mettait genre à une table de billard et les gens étaient tellement et il n'y avait pas de portable à l'époque, étaient subjugués, ils le regardaient jouer au billard et les autres, ils allaient boire des coups tranquilles. Ah. Donc ça, mais tu reparlais de la sensibilité et de la blessure d'Asia Thomas, et pour mettre en rapport avec Jordan, je pense que Asia Thomas, qui avait mis du temps en repassant sur NBA TV, en faisant cette émission Open Court, etc. Je pense que The Last Dance, ça a dû lui en coller une derrière la tête encore, parce Bah que ouais. l'image, elle est désastreuse, quoi. Puis le monde entier regardait The Last C'est Dance. On ça, était, c'est on ça. était tous confinés. Tout le monde se Ah bah ouais, souvient ouais. où il était Ouais, quand il c'était a regardé The catastrophique. Last Dance. Ah, Et, il était horrible. et ouais, vraiment le traitement qui est fait de ce petit bonhomme, je trouve ça vraiment pas cool, honnêtement. Et j'ai lu aussi Libéré de Scottie Pippen. Et pareil, Est-ce que c'est pas une dope? C'est une dope quand même. bah, c'est le journal intime de quelqu'un dont tout le monde voudrait avoir sa carrière et qui est aigri as fuck et Voilà, qui on en dit a que parlé, on a eu le même ressenti. ouais, franchement, j'ai été archi déçu par ce Aussi. livre, pour être tout à fait honnête. C'est pour ça, que c'est d'habitude, quand j'ai des lectures, des trucs comme ça, je conseille toujours aux gens quand j'ai bien aimé. Là, vraiment, j'ai même pas dit que je l'avais lu parce que, bon, là, je le Ouais, dis là parce qu'on en parle, mais vraiment, mais à la limite, sur Isia Thomas, bon, voilà, tu vois. Mais ce qu'il dit sur Jordan, bon, tu as le droit d'avoir des ressentis, mais pour moi, il y a des trucs qui peuvent rester en privé. Et c'est écrit vraiment avec tellement de. Enfin, il y a trop de ressentis de sa part. Il est trop en colère. Et je pense que c'est jamais bon de créer, en général, que ce ouais. soit de la musique, que ce soit du podcast, que ce soit même un tweet. C'est jamais bon de le faire à chaud. Et lui, il a carrément écrit tout un livre à chaud. Ah ouais, lui, euh, c'est enferré, ouais. et c'est infernal. Ouais, c'est triste pour les deux parce que c'est deux joueurs immenses, hein, vraiment, et je trouve qu'ils Il n'y a sont pas de question. desservis par leur communication, en fait, l'un comme l'autre, et Mm. qui sont plutôt maladroits là-dedans. C'est vrai que moi, finalement, même après The Last Dance, j'ai pas trouvé que ni Isaiah Thomas ni Scottie Pippen n'étaient particulièrement mis à mal dans le documentaire, en fait. Surtout que les histoires, nous, on les connaissait. Enfin, ouais, que c'est pareil. Je pense que là-dessus, t'as rien appris de particulier sur eux, en fait. C'était, tu Non, vois. mais par contre, tu vois, ma femme qui ne connaissait pas le basket, et c'est là où The Last Dance est quand même bien fait, c'est que combien de personnes on connaît qui connaissent rien au basket ou qui s'y intéressent pas, qui viennent nous voir parce qu'on aime bien le basket et qui nous parlent Bien de The sûr. Last Dance en Ouais, disant ouais, The Last Dance, j'ai vachement aimé. Et tu vois, par exemple, la plupart des gens, ma femme par exemple, m'a dit oh, le pauvre Isia Thomas, c'est vraiment ok. pas sympa ce qu'ils lui ont fait. Le pauvre Scottie Pippen, c'est vraiment pas sympa ce Ah qu'ils lui ouais? ont fait. Ah, j'ai pas Bah ressenti ça. ouais, bah parce que quand même, on voit qu'ils se démènent à fond, qu'ils lui font un contrat pourri, que tu vois, qu'il est frustré, que machin. Puis on peut pas s'enlever de la tête que ce qu'on voit dans The Last Dance,
je sais pas quel âge vous avez, mais on doit tous être dans la quarantaine. Enfin, moi, je suis dans la quarantaine depuis une semaine, donc j'en suis très fier. T'es le plus jeune dans la quarantaine hein, par rapport à Ouais, nous. puis Ouais. moi, Donc, je l'ai, bienvenue. moi, je l'ai quitté il y a 2 mois, donc si tu veux. Ok, d'accord. Mais dans The Last Dance, on regarde quand même des gens, no offense à nos gens qui nous écoutent, qui sont très Bien jeunes, sûr. mais on regarde des gens qui ont 25 ans, et à 25 ans, ta réaction, tu sais, quand Ouais, il veut, à 1,8 secondes de la fin du match, il veut pas rentrer en jeu, Scotty veut pas remettre la balle en jeu, etc. À 25 ans, si j'avais été filmé par la terre entière, je sais pas comment j'aurais agi. c'est Peut-être que clair. j'aurais fait plein de bêtises que je suis content qu'on m'ait pas filmé à cette époque-là, tu vois. Hmm. Tu as raison. Donc, ouais, à chaque fois, on regardait le truc en se disant, oh, le pauvre et tout, tu vois, vraiment. Moi, j'ai plus eu de la peine en me disant, ça doit pas être facile, sa vie. Bon, il gagne beaucoup d'argent et tout, mais je veux dire, ça doit pas être facile d'être constamment le numéro 2, d'être frustré par plein de trucs, d'être sous-coté aussi par les médias locaux. Il y a plein de choses qui. Voilà, moi, je suis très empathique, donc à chaque fois, j'essaie de trouver des raisons à tout, tu vois. Oui, mais Et finalement, il défend et il essaye de nous convaincre de quelque chose dont on est convaincu. C'est-à-dire qui nous dans raconte le livre, dans le livre. oui, qui nous Ah oui, raconte mais le livre, il est coulisses, insupportable. des coulisses ou Ouais. quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, mais là, il essaye de nous convaincre qu'il était pratiquement un des meilleurs numéro 2 de l'histoire ou un super défenseur. Mais c'est bon, Ouais, on le mec, sait. on le sait. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr, c'est acquis. De tous les jours, on le dit. T'es même à la une, t'es même sur la couverture du Mook Defense de River. Tu Exactement. vois, t'as tutoyé le soleil là. Mais en fait, tu sais, je vais être honnête avec toi. Moi, je fais toujours des parallèles avec la musique et le basket. Donc là, je vais te faire un parallèle avec la musique. J'avais l'impression, si Hendrix était encore en vie, c'est comme si Hendrix avait fait un livre où il disait ouais, parce que Eric Clapton, ça va bien. Oui, Santana, ça va bien. Moi, vous savez ce que je faisais? Moi, oui, c'est nanana. ça. Eh non, mais gros, Ouais. t'as pas besoin de le dire. C'est toi, on sait que t'es le GOAT. Hmm. Arrête. Ah oui, Tu bah nous oui, fais non. de la peine là à écrire ça. Ouais, On je sait que vois. t'es. Non, c'est un bon parallèle, effectivement. C'est un super bon parallèle. On pourrait parler basket, mais d'ailleurs, il faut qu'on refasse. On en refera une avec toi, Wax, parce que là, on a à peine commencé à parler de basket, mais on Ah ouais. on voulait te proposer de participer à nos petites rubriques de fin d'émission. Alors, je sais pas, on commence toujours par les coups de cœur. Est-ce que toi, tu as eu un coup de cœur cette semaine dans ta vie, un truc que tu as eu envie voilà, de partager avec nous? Alors, bah, du coup, ça a rien à voir avec le basket, mais je peux le partager quand même avec vous. J'ai vu une série extraordinaire qui s'appelle Jury Duty. Est-ce que vous en avez entendu parler? Du tout. Pas du tout. Ok, Pas alors du je tout. vous le pitch rapidement. Euh, En gros, c'est une série télé-réalité. Alors, ça peut rebuter comme ça, mais je vous explique. En gros, c'est un prank. Il y a un procès assez minable d'ailleurs, où il y a des jurés qui sont mis en star un peu, c'est-à-dire qu'ils les filment. C'est soi-disant pour un documentaire, mais c'est réalisé par les mecs qui ont fait The Office, il me semble. En tout cas, c'est exactement le même traitement que The Office. Et au milieu de tous ces jurés, il y a un seul mec qui est vraiment juré. Tous les autres, c'est des acteurs. D'accord. Tout le monde est faux. Le procès est faux, tout est faux. Et en fait, c'est un peu le Truman Show. Et c'est à crever de rire. Parce que moi, j'aime pas les trucs un peu potaches et tout. Là, c'est vraiment genre que des trucs pour voir comment lui réagirait face à des situations qui peuvent être normales, mais où, tu vois, genre, il y a une petite injustice. Est-ce que c'est genre une poucave ou est-ce qu'il va plutôt essayer de cacher les choses? Tu vois, par exemple, il y a un moment, il y a un des personnages qui est d'origine coréenne et qui parle quasiment que coréen, et voilà. Et à un moment, il dit, ouais, j'aimerais bien jouer avec toi à un jeu parce que quand on est juré dans un procès, il y a beaucoup de temps d'attente où on fait rien. Genre, ils disent, bon, bah, on reprend dans 2 heures, machin et tout. Et le mec lui dit, vas-y, on va jouer à un jeu coréen, tu vas voir, c'est super, c'est avec des petits bâtonnets. Tu balances les bâtonnets sur une feuille où il y a des ronds qui sont dessinés et il y a des points qui se cumulent, machin. Enfin, moi, il lui explique, mais on voit enfin, les règles sont un peu inventées, tu vois. Et le mec lui dit, bah vas-y, on joue, ouais, il n'y a pas de souci. Et il joue, et genre, et le mec le mec qui est pranké balance les bâtons. Et l'autre, il commence à faire, oh putain, c'est pas vrai. Oh la vache, mais attends, il y a ce bâton qui touche le trou. Oh là 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 là. Mais comment t'as fait ça? Tu sais que c'est le truc le plus rare. Et il lui dit, mais mec, je te dois 4000 balles. Il dit, et je suis désolé, mais c'est nous les Coréens, on tergiverse pas avec ça, tu vois. Moi, c'est pas une blague. Et le mec lui fait, non, 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 mais mec, tu me dois rien du tout.
Vraiment, on a fait juste un jeu comme ça. Il fait, si, je te dois 4000 balles. Et t'as tous les mecs autour qui font, mais s'il te doit 4000 balles, mais il faut que tu les acceptes. Et tu sais, à chaque fois, c'est que des trucs comme ça où lui, il fait, mais non, mais laissez-moi tranquille, je les veux pas, ces 4000 balles. Non, tu ne me dois rien. Enfin, en fait, il prend que les bonnes décisions. Et je regardais ce mec dans cette série, je me disais, putain, mais c'est vraiment un ange, tu vois. Et ils lui font faire enfin, il y a des trucs, mais c'est incroyable. Je veux pas tout C'est un spoiler, pari mais parce que le type aurait pu être un sale con, ça aurait pu exactement. flinguer le truc, Mm. quoi. Et c'est fou, à chaque fois, il prend les bonnes décisions et tout. Et je me suis dit, vraiment, il y a des bonnes personnes sur cette planète. Donc, vraiment, je vous invite à tous le regarder. Si vous aimez un peu The Office, l'humour un peu décalé comme ça, c'est un régal. Ah bah moi, je me suis noté ça direct, là. Il n'y a Je que vais aller 8 inspecter ça. épisodes. 8 épisodes de 20 minutes. Tu le regardes vraiment en un ou deux soirs. Et c'est impossible de t'arrêter quand tu as commencé. C'est extraordinaire. Pierre Armand, t'avais un coup de Ouais, cœur moi cette semaine? j'en ai deux. Est-ce que tu me permets Alors déjà, on voudrait faire un petit mea culpa parce que la semaine dernière, notre coup de cœur, c'était ce pauvre type dont on vous avait mis la vidéo qui s'est fait gauler en train de conduire par un juge en Zoom alors il était jugé pour suspension de permis. Le juge l'appelle en Zoom et il est au volant de sa bagnole. Donc on s'est bien marré et il s'avère que finalement, ce type avait le droit de conduire. On lui avait donné un papier qui n'avait pas été enregistré. Et j'ai été stupéfait, je l'ai dit à Théo, on se l'est dit en antenne sur notre groupe. J'étais stupéfait de voir qu'aux États-Unis, il y avait des erreurs judiciaires sur des Afro-Américains. Ça m'a subjugué. Je ne savais pas. Qui l'eût cru? Qui Je l'eût ne cru, savais pas. exactement. Je ne savais pas. Mon premier coup de cœur, alors j'en ai un, je vais faire participer Wax. Premier coup de cœur, il a fait un super album donc de reprises qui s'appelle Étincelle. Tu sais, Théo, souvent dans Culture, on parle d'Elodie Rama, une artiste qu'on aime beaucoup. Et elle apparaît dans un album de reprise, justement, par un artiste lyonnais dont le nom est Taggy Matcher, mais dont le vrai nom est Bruno Patchwork Howard, qu'on retrouve derrière plein de projets qui sont Voilà, qui sont Empire Sound System, Mr. President, etc. Il a 1000 alias différents. Et il a fait un album de reprise et Elodie Rama, on la retrouve sur une reprise du morceau On and On d'Erykah Badu sur une version reggae. Voilà, donc je vous conseille d'aller écouter cet album de reprise après avoir écouté Étincelle, bien sûr. Mais cet album Taggy Matcher, l'album s'appelle Push Push et le morceau, donc c'est On and On avec Elodie dessus, donc ça vaut le coup. Et mon coup de cœur de la semaine, on parlait de biographie. Moi, je suis en train de lire une biographie qui me régale à un point absolu. Mais pour faire deviner, c'est un musicien. Et je vais faire deviner à Wax sous forme de qui suis-je, Yes. comme on fait dans la First Team. Alors, je vais te la faire rapide parce que tu vas trouver vite, hein, j'en suis certain. On parle d'un musicien qui est né le 7 août 1958, qui est chanteur-compositeur, qui est animateur radio et qui était même directeur marketing britannique. Donc, tu as un petit indice, qui a mené une activité en solo, mais qui est surtout connu pour être dans un groupe. Il commence sa carrière aussi un petit groupe au lycée-université, parmi lesquels un groupe qui s'appelle Styx, à ne pas confondre avec le groupe américain du même nom, en 1976. Après, il est pendant 2 ans dans un groupe qui s'appelle Speed et un autre qui s'appelle Shot en 1979. Attends, il est chanteur, hein? Ouais. Il Ok. va acquérir une certaine notoriété dans un groupe un peu plus tard, après avoir fait une brève apparition dans le film Incubus, dans un groupe qui s'appelle Samson en 1979. Oh la vache. Non, tu l'as Ça me toujours dit pas. carrément un truc. Et il a un nom de scène qui s'appelle Bruce Bruce. Je vais te donner 2 indices qu'il a à faire. C'est 2 particularités également. C'est une personne qui fait de l'escrime à très très haut niveau. C'est Bruce Dickinson? Et surtout qui est instructeur qui Mais oui, pilote c'est des Bruce Dickinson. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, je lis la Bruce biographie Dickinson. de Bruce Dickinson, qui est Ah donc oui, Théo, oui. le chanteur d'Iron Maiden, le chanteur Ouais. historique d'Iron Ok. Maiden. Je me suis mis à lire ça, mais alors, Mais lui, c'est il un a gros une vie bouquin. incroyable, lui. La vie est folle. C'est un type qui était un féru d'histoire, etc. C'est chez Euh, qui? C'est qui l'éditeur? c'est Talent Édition. Ah oui, il fait vachement bien. C'est sans concession, c'est écrit tout petit, mais il y a quand même il y a presque 500 pages. Et alors, tu as des anecdotes de tournée. Et attendez, les gars, je suis obligé de vous lire À juste fond. ça. Ah vas-y, je me régale de ça.
Alors, il est dans un concert, il est complètement, il dit, dans un état, après le concert, je me suis retrouvé dans un état d'ébriété très avancé, dans un festival, dans un état d'ébriété très avancé, et j'ai fait preuve d'un comportement des plus effarants. J'ai vidé d'une traite une bouteille de champagne avant d'escalader les gradins pour écouter la suite du concert derrière la table de mixage. Un journaliste très sérieux m'a alors demandé ce que je pensais du son. Je lui ai répondu tranquillement en pissant sur la table de mixage. J'avais été prié de partir. Sans chaperon, mais le zizi toujours en liberté, j'avais interrompu une séance de photos de Quiet Riot en insérant ma bite dans l'oreille du chanteur du groupe qui comptait Aïe. donc sur la photo un nouveau membre. On m'a escorté hors du bâtiment et mis dans une voiture. Le chauffeur avait reçu pour instruction de me mettre au lit. Malheureusement pour lui, il m'avait mis sur le siège avant. À chaque feu rouge, je mettais la marche arrière. Et après avoir tenté d'ouvrir la porte alors que nous roulions relativement vite, il m'a fait passer de l'avant à l'arrière. Qui a dit que nous avions oublié, en étant adultes, à nous comporter comme des bébés? Ah À la vache. 700 pages où il raconte des trucs comme ça. Il y en a, mais surtout, il raconte tout le processus d'écriture de chaque album et toute la solitude du musicien en tournée, la difficulté à se Ouais. remettre en place, la difficulté de la vie dans un bus, la difficulté de la vie de groupe avec les divers clashs qu'il y a pu avoir. Et c'est un personnage qui, lui, tu vois, lui, sa passion, toi, c'est le basket, lui, c'était l'escrime. Entre chaque concert, il trouvait une salle d'escrime et il allait passer sa journée à tirer, justement. Et c'est ce qui lui permettait d'être apaisé. Bon, maintenant, il mène une autre bagarre moins drôle contre le cancer, mais quel personnage, quelle vie folle. Et c'est surtout un pan de l'histoire du rock. Et là où j'ai pensé à toi, Wax, et j'ai voulu présenter ça, il raconte sa rencontre avec Johnny Cash, qui donc, il le voit, et l'autre lui tend une photo et lui dit, tu peux la signer pour ma fille qui est une fan. Et l'autre le regarde, le géant, en disant, il dit juste un truc, il dit, sont chambées tes bottes. Il dit juste ça comme ça, il sait pas quoi lui dire d'autre et il est dégoûté parce que c'est le seul truc qu'il a pu dire à Johnny Cash, quoi. Ça, c'est incroyable. Mais l'anecdote est folle, hein. Moi qui ai tourné pendant 6 ans avec les Winkles, j'en ai des anecdotes comme ça de leur part, mais celle-là, elle est très très bonne, hein. Ah ouais, Oui, j'imagine tu dois en avoir des belles avec les Zwingli. avec Swingle, t'as dû passer quelques moments assez croustillants. Ouais. D'ailleurs, RIP à Nikus qui nous a Bien quittés sûr, il y bien a sûr, quelques semaines. bien sûr. Théo, ton coup de cœur Carrément. de la semaine? Bah écoute, moi c'est une BD, c'est une BD aussi biographique, c'est un livre qui s'appelle Jesse Owens des milles et des milles, ou des miles et des miles, je suis pas sûr, c'est de Gradimir Smudja, c'est sorti aux éditions Futuropolis. Pierre, tu nous avais déjà présenté cette magnifique biographie de Jack Johnson il y a quelques semaines, c'est la même Magnifique. maison d'édition, en bande dessinée, donc sur l'histoire de Jesse Owens, mais vraiment en partant de son enfance dans la pauvreté des États-Unis. Donc voilà, les dessins sont vraiment magnifiques. C'est plein de tendresse, je trouve, les planches et voilà, les dessins. Donc voilà, c'est à découvrir. C'est aux éditions Futuropolis. Je vous mets le lien comme d'habitude. Ça, c'est mon premier coup de cœur de la semaine. Et le deuxième, c'est un cadeau qui m'a été fait. C'est mon pote Manu qui m'a offert ce superbe t-shirt Public Enemy. Voilà, un de nos groupes dont on était fan gamin. Et donc, je suis resté fan. Donc ça, c'est un petit big up à mon gars Manu. Et on parlait d'Isia Thomas tout à l'heure, mais l'une des autres personnes hyper tendres, hyper gentilles, et avec laquelle j'ai eu la chance de faire de la musique et qui C'est est Chuck D. incroyable, c'est Chuck D. Ouais, bien sûr. Il est incroyable ce mec. J'imagine que peut-être tu l'as déjà reçu dans une de tes émissions, Pierre, ou... Chuck D, non, la difficulté, sur les émissions radio, quand on est en France, d'avoir les gros quinries comme ça. Tu les bookes, tu les as et ils te plantent à la dernière Ouais, seconde. ouais. Et moi, j'ai un gros problème, c'est que Hangtime, à laquelle participe Théo régulièrement, j'ai pour principe que toutes mes interviews sont en direct. Je Ah, déteste d'accord. enregistrer des trucs, donc moi, voilà, le direct, pour moi, c'est la plus belle des choses, comme le live. Et la radio, pour ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et malheureusement, je n'ai jamais pu faire Chuck D. C'est difficile d'avoir des Vous grands vous noms et des entend- grandes légendes. Vous vous entendriez si bien. J'imagine. Ah ouais, mais ça serait fou les discussions que vous auriez. J'avais eu la chance de le faire 2 fois en interview quand je bossais dans la presse musicale et moi c'était mon icône de gamin en fait. Ouais. Pour moi c'était le J'imagine, super héros et d'une gentillesse et d'une simplicité, t'as l'impression que Ouais. c'est un des artistes que j'ai trouvé qui était le plus simple. Vraiment t'avais l'impression de parler avec un mec normal entre C'est guillemets. ça. C'est bluffant. Ouais, c'est ouf. Et puis surtout, il a une mémoire de dingue. Et puis, je sais pas Ça si vous le paraît. suivez sur Instagram, sur Twitter, mais il Ouais. fait des dessins.
de plein de trucs qui le touchent. Il est fan de baseball des années 60. Enfin, je sais pas, il me touche à fond, ce mec. Je le trouve brillant. Et en plus de ça, je trouve qu'il a une émotivité qui est folle. J'invite tout le monde à aller le suivre sur Twitter. Ouais, Enfin, sur Mr. X. Chuck Ouais. sur X. Et c'est Mr. ça, ouais. Chuck, si je me trompe pas. Wax, est-ce que tu as une petite relique à nous présenter cette semaine ou est-ce que tu as Bien un sûr, truc en j'ai une tête? petite relique, mais avant ça, je voulais juste dire, on n'a même pas parlé du fait que Ghostface Killah a sorti un album qui est plutôt très cool, non? Vous avez pas trouvé, Carrément. vous? Carrément, notamment. Ouais, en Faut fait, reconnaître. Ghostface, je suis quasiment jamais surpris parce que je trouve que c'est peut-être le meilleur des membres du Wu sur la discographie, quoi. On est ensemble. Ah oui, oui, je Voilà. suis d'accord. On est d'accord. Donc, moi, j'ai été bluffé effectivement par le niveau. Notamment, il y a un morceau avec Method Man où ils font un Ouais. passe-passe tous les deux qui m'a mis sur le cul parce que je trouve que Method, c'était un petit peu mon Vince Carter dans le sens où je l'avais trouvé Ouais, ouais. hyper talentueux. Puis après, j'étais un petit peu déçu. Et là, j'ai trouvé très en verve, carrément. Ouais, 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 carrément. Et d'ailleurs, pour les fans qui aiment Method Man, je sais pas si toi tu as entendu ce morceau, ils avaient fait un morceau avec Snoop, un peu old school, en mode allez, on va faire un morceau des années 90 avec que des old school. Ils avaient fait un morceau qui s'appelle Mon Cushmore. Je sais Ouais. pas si vous l'avez entendu, où Ça, il y j'ai pas avait. entendu, non. Non. Oh là là, foncez dès que le podcast est fini, foncez d'écouter. Il y a Be Real dessus, il y a Redman, Snoop et Method. Et Method Man sur ce titre, mais ça faisait très longtemps. C'est du vintage Method, tu vois. Ok. Et franchement, le morceau Mon Cauchemar, bon, ça parle de weed évidemment, mais il est extraordinaire. Voilà. Ah bah, Alors, je vais aller ma écouter ça relique. de ce pas. Ouais. Parce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé quand même depuis le début de cette émission, qui est quand même mon joueur préféré de tous les temps, même si je suis fan d'Isia Thomas pour plein de raisons. Mon joueur, mon icône absolue, c'est Dennis Rodman. D'ailleurs, j'ai sur ma guitare un portrait de Dennis Rodman et peu importe où je vais, j'ai toujours Dennis Rodman. Donc, même quand je jouais avec Sting, il y avait Dennis Rodman sur mon truc. Enfin, vraiment, partout, je le trimballe. Et quand j'étais plus jeune, j'avais un poster de Dennis Rodman aux Lakers. Wow. Le En... 73, ouais. Voilà, exactement. Et parce que 73, en plus, c'est mon chiffre. Enfin, bon, ça, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais j'avais un poster que j'avais mis sur le plafond. Comme ça, quand je dormais, je voyais Dennis qui prenait un rebond comme ça avec son 73 des Lakers. Et en fait, sous ce poster, très bête, ne faites pas ça chez vous, toutes les sales notes que j'avais, je les mettais dans le poster. Et un jour, mon père est rentré dans ma chambre d'un coup pour m'engueuler pour je sais pas quoi. Le poster s'est déchiré et tous mes zéros ont volé comme ça dans ma chambre. Et enfin bon, bah, ça c'était juste pour l'anecdote, ne faites pas ça. Et ouais, et en Mais fait, normalement, on n'a plus besoin de le faire. Enfin, non, 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 ouais, c'est vrai. Mais je disais ça pour les magnifique. plus jeunes. Mais ouais, c'est Ouais. c'est le maillot Mitchell Ness Superbe. 73 Il est brodé. plutôt rare, celui-là. Ouais, il est assez rare. Et j'avoue que alors c'est pas une grande période pour Rodman, mais moi quand il a signé aux Lakers, je peux pas t'expliquer pourquoi j'y croyais. Je me disais c'est la pièce qui leur manquait. Pas faux. Shaq et Rodman, ça va être incroyable en front de courte. Et je suis sûr que ça va matcher avec le reste de l'équipe. Parce qu'en plus, le corps de l'équipe, c'est plus ou moins celui qui a gagné en 2000. À part que c'était, je crois, c'était Harris qui était le coach. Il n'y avait pas encore Jackson qui était là. Ouais. Mais à quelques mois près, si c'était Jackson qui avait été là, je suis sûr qu'il aurait gardé Dennis parce que lui savait très bien le gérer. Et je suis persuadé que Dennis aurait pu avoir 3 titres de plus à son palmarès. Lui qui en avait déjà 5, mais voilà. Et je sais pas, les highlights de lui aux Lakers, je me les fais, tous les ans, je me les fais, c'est un peu mon doudou, quoi. Il est magnifique le jersey. Franchement, en plus, c'est le Ouais, très très beau maillot des Lakers. Celui-là, il ouais. est fantastique, quoi. Ouais, c'est mon préféré. C'est celui qu'ils ont eu entre 72 et 99, il me semble. Et ouais, en plus, ouais, tu sais, il y a encore les petits trous et tout. En fait, moi, je suis très dans les objets, tu vois, j'adore les objets. Et vraiment, les maillots actuels, je les déteste. Ils sont complètement opaques, ils sont un peu plastiques, et ils sont pas brodés surtout. Là, celui-là, tout est brodé, tu vois, chaque lettre est brodée. Voilà, je trouve que j'aime pas faire le vieux con, mais je trouve qu'on fait plus de maillots aussi beaux aujourd'hui qu'avant. Et puis moi, s'il n'y a pas le NBA là sur la gauche, voilà. Qui est écrit Vistaprint ou Motorola, moi ça m'intéresse pas.
Je comprends. Après, les maillots Mitchell NS, tu les portes l'été, il fait un peu chaud, tu t'adosses un petit peu, t'as Rodman dans le dos pendant une semaine, hein. Ah, ça c'est clair, ça je suis d'accord. Ouais. C'est des maillots bien lourds, ouais. Pierre, t'as une relique? Vous m'avez niqué ma relique, quoi, bande d'abrutis. Ah Bah bah, Ah, même pas évidemment, vraiment. Au on contraire, parlait, je voulais quand même te parler de cette histoire au Hellfest où tu fais la cover de Walk This Way avec, avec tout le line-up d'Hellfest et avec Chuck D donc, qui apparaît avec toi. Donc je voulais vous montrer ce joli coffret de Public Enemy que tu Magnifique. dois avoir certainement, Théo. C'est Non, ça j'ai pas. le Power to the People and the Beats, c'est les singles, tous les singles de Public Enemy. Il y a magnifique, hein. 1, Hmm. 2, 3, 4, 5 vinyles. Voilà, ça part de Rebel Without a Pause, ça finit par I Got Game à la fin, voilà, avec tous les Magnifique. singles, vous voyez, qui sont avec des jolies pochettes. Voilà, c'était sorti il y a quelques années. Voilà, il y avait rien de foufou dedans, mais c'était un joli truc. Ça, c'était la relique. Et puis, à force de parler de Bruce Dickinson, tout ça, j'ai sorti un vieux truc que j'avais. Est-ce que tu as ça, toi C'est Waouh! un Non, coffret de CD. je vois très bien c'est lequel, je l'ai pas. Coffret de CD où tu as 10 ans de. Alors, on parlait des singles, voilà, c'est les 10 ans de singles D'Iron Maiden, donc. d'Iron Maiden, pareil, en CD, avec, tu vois, la face A, la face B à chaque fois de chaque single. Donc, c'était, tu vois, c'était avec Ouais. les covers et tout. Donc, il y avait 10 CD sur 10 ans de ce truc. Et alors, ça me faisait marrer parce que là, ils avaient mis le ballon de foot de leur Iron Maiden Football Ah, Club bah ouais. sur les 10 premières années. Voilà, j'ai C'est des retrouvé fans, ça en faisant du rangement l'autre jour et c'est assez c'est des marrant. fans de West Ham, hein, c'est ça? C'est des fans de West Ham, mais ils ont leur Ouais, propre ouais. équipe. Ouais, ouais, je sais. Et j'ai appris donc là-dedans que Steve Harris, lui, à un moment, ils étaient tellement fat et c'était tellement gros les tournées qu'il amenait avec lui sa propre équipe de foot, Steve Harris. Parce que comme ça, il était sûr d'avoir 11 gars pour jouer. Et du coup, quand ils allaient sur place, il avait son équipe et il trouvait d'autres gars pour jouer. Mais il partait avec ses potes pour qu'ils faisaient l'équipe, tu vois. C'est incroyable. Et petite anecdote de Steve Harris que j'avais lu dans une interview. Il avait dit, je suis le seul mec sur Terre qui a vendu 100 millions de disques et qui peut aller au pub à côté de chez moi et personne ne me reconnaît. Et c'est vrai, tu Alors que vois. celui-là, lui, à mon avis, il vient se balader n'importe où, à part en Angleterre, personne ne le reconnaît non plus, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou ça. Eh, c'est beau. Allez, moi, pour finir, je voulais te rendre hommage d'une certaine manière. Wax, j'ai ressorti cette publication. C'est un rap mag, un magazine de rap pour lequel je travaillais. Et on avait fait un Ah, spécial mortel. Détroit et j'avais eu la grande chance avec mon camarade Vincent Bert de partir à Détroit pour aller faire des interviews d'artistes là-bas. C'est la première et seule fois où on était parti une dizaine de jours quasiment et j'avais été bluffé par l'accueil que nous avaient réservé les gens de Détroit. Qu'on revenait pas que des gens viennent de France pour venir les voir, pour parler de musique. Et c'est un super souvenir. On avait fait vraiment plein d'artistes un peu underground, que ce soit Dwele, Elzai, Fat Cap, Mm. Black Milk, toute cette génération qui est sortie dans la foulée de Slum Village et de JD. Et ouais. Vraiment, c'est sans doute le meilleur accueil que, enfin, aux États-Unis, j'ai pu y aller plusieurs fois. Les gens étaient vraiment charmants. Une ville un peu bizarre, un peu flippante, hein. C'était en Ouais. 2008, donc ça remonte. Mm. Il y a deux fois où à 18h en plein dans le downtown, il y a des gens qui nous ont dit ouais, faut pas rester là, les Français repartez quoi. Donc c'est un peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé ce voyage. Et puis c'est vrai qu'il y a une, enfin toi tu connais mieux la ville que moi encore, Wax, mais une ambiance vraiment particulière dans cette ville de Détroit quoi. Ouais, ouais, franchement, c'est vrai que c'est un peu Zombieland. Maintenant, ça va beaucoup mieux depuis quelques années. Ils ont refait le centre-ville. Mais bon, effectivement, ils se sont toujours pas remis de la crise, quoi. Ouais. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une petite embellie économique depuis, mais c'est vrai que ça reste compliqué quoi. Pas dans le basket, mais, Ouais. mais ouais, ouais, ouais. Écoute, bah, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler encore. Wax, c'est absolument, il faudra qu'on fasse une deuxième partie de ce Hop Culture. C'était vraiment un kiff À de fond. t'avoir avec nous. Merci encore pour tout ça. Je te souhaite plein de bonnes choses pour Étincelle. Il y a aussi, on peut te retrouver aussi dans Foudre le dimanche sur RTL2. Il y a Fanzine Merci. toujours sur YouTube. Nous, de toute façon, on reste en contact et on te dit bah, à très vite. Profite bien des playoffs et à très vite. Merci beaucoup. Gros bisous à vous deux et gros bisous aussi à Shai et à ou Shay, je sais, Shai, non, c'est bien Shai ça, tu l'as. Mamou, Ouais. Shai Mamou et Antoine Pimel qui me régalent dans le CQFR. Il faut absolument que les gens continuent à écouter le CQFR parce que c'est extraordinaire, ça, ce qu'ils font. Enfin, ce que Bah, vous faites tous. merci beaucoup, Wax. Et on te dit à très vite. Ciao. Merci, gros bisous.